On m'appelait, mais je savais jamais ce qui pouvait arriver derrière. Elle me fait écoute, y a une boîte qui s'est désistée hier et la sœur de la directrice de casting lui a parlé de ta marque en disant qu'elle est fantastique. Et du coup, la directrice de casting veut te pousser au prod. Donc le lendemain, les prods m'appellent. Comme quoi, tu sais, le titre du podcast, c'est On lâche rien. Ah, mais... On confirme. Le passage qu'on vient de voir à Qui va être mon associé, qui est une exposition incroyable, et notre entrée en grande distribution, puisqu'on rentre dans 3 enseignes, donc Leclerc, Cora, Monoprix. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que de manière microscopique, si on regarde vraiment à l'instant T, le passage à Qui va être mon associé a un beaucoup plus gros impact. Mais en vrai, le plus important sur le long terme dans notre boîte, c'est le passage, c'est l'entrée en retail. Mais est-ce que tu crois pas que les deux sont liés ? Oui. C'est-à-dire que Leclerc, il sait que tu passes sur M6, donc ça donne quand même une vraie crédibilité, une vraie caution, et donc il s'est dit, Puis il connaît ses chiffres, voilà. Ça a un coup de boost énorme. Alors oui, en fait, ça nous a facilité le fait de certaines négos, mais on a eu le go des 3 enseignes avant, parce que justement, nous, ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'on est sûr de passer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les montagnes russes, et pour nous, ça a été encore plus les montagnes russes. Parce que pour l'anecdote, on a candidaté en juin. Donc toi, t'as candidaté, on n'est pas venu te chercher. On a candidaté, on a fait une vidéo de ouf. On a fait une vidéo, on a reproduit le plateau dans un appart. On a pris 4 personnes, on a mis les masques des jurys. Ça, c'était quelqu'un de très beau qui a fait Jean-Pierre d'ailleurs. Et toi, on n'a pas fait, parce qu'à l'époque, on savait pas les nouveaux. C'était un secret. Et on a refait comme si je pitchais. On a été sélectionné par une des casteuses, Dorothée, qui est un peu notre ange gardien, on va dire, dans l'émission. Au final, on n'a pas été présenté au prod, parce que la directrice de casting, à l'époque, ne trouvait pas le produit assez intéressant. 7 jours avant le premier jour de tournage, Dorothée m'appelle. Pour l'anecdote, en plus, je suis à l'hôpital pour un truc pas grave, mais je suis sur mon lit d'hôpital. J'ai Dorothée qui m'appelle et qui me dit « Dis-moi, tu veux toujours faire l'émission ?» Je lui fais « ouais, mais j'étais à l'ouest, quoi, vraiment. » Et puis surtout, je savais très bien que on m'appelait, mais je savais jamais ce qui pouvait arriver derrière. Elle me fait écoute, y a une boîte qui s'est désistée hier et la sœur de la directrice de casting lui a parlé de ta marque en disant qu'elle est fantastique. Et du coup, la directrice de casting veut te pousser au prod. Donc le lendemain, les prods m'appellent. Comme quoi, tu sais, le titre du podcast, c'est On lâche rien. Ah, mais... On confirme. Non, mais on lâche jamais rien. Il y a un truc qu'on dit pas assez dans l'entrepreneuriat, c'est à quel point le facteur chance, on parlait tout à l'heure, le facteur chance d'un côté ou de l'autre est décisif. Bien sûr. Mais en tous les cas, donc le lendemain, elle nous propose au prod, les prods adorent la vidéo. Incroyable. Le surlendemain, M6. Et pour continuer un petit peu dans les montagnes russes, moi je lui dis écoute, c'est fantastique, par contre je te préviens, je dois me faire opérer le 12 octobre, donc il faut que je tourne avant le 12 octobre. Et là, elle m'envoie un petit texto, je reçois bon 3 petits points. Et là, je me fais et voilà, ça y est, ça va pas le faire. Et elle me fait tu passes dans 6 jours. Alors, wow. Pour l'anecdote, quand j'ai appris l'avant-veille qu'il y avait Tony Parker, oui, je mourais d'envie qu'il vienne pour 2 raisons. 1, parce que je suis un gamin qui avait son maillot à 12 ans et voilà. Et 2, parce que on a de grosses ambitions, qu'on veut attaquer un jour le marché US et que forcément, tu as Tony Parker pour attaquer le marché US, c'est mieux. Mais encore une fois, on se doutait que ça pouvait coincer niveau valo. Donc, Et alors pour la petite histoire, moi quand j'ai su qu'il y avait Tony, Jean-Pierre, là maintenant. T'as fait un selfie. Voilà. Non mais voilà. Mais quand j'ai su qu'il y avait Tony, j'ai acheté mes ballons de basket. Ah oui, et quand il est arrivé, je lui ai dit c'est vrai. Tony, est-ce que t'acceptes et tout. Mais bien sûr, c'est un amour. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que moi j'ai été bluffé par son humilité. Il est d'une gentillesse et d'une humilité et d'une soif d'apprendre que j'ai trouvé hallucinante, parce que c'est une star interplanétaire, quoi. Pour moi, c'est un des 3 plus grands sportifs français du 21e siècle. Pour moi, les 2 choses importantes, c'était 1, faire un produit que tout le monde a à la maison, et 2, avoir la meilleure équipe du monde. Et j'ai une équipe de dingue. Non, alors ça, je te coupe tout de suite. La meilleure équipe du monde, elle est avec moi. En tout cas, pour mon business. Alors, dans les éponges, ok, je te laisse. Non, mais parce que tu vois, mon directeur marketing, c'est l'ancien directeur marketing d'Innocent, les jus de fruits. Mon directeur commercial, il a fait 10 ans chez Procter. Donc, le but, c'est vraiment de construire une équipe très solide. Ensuite, quand on a fait l'émission, on avait 12 mois de recul. En 12 mois, on a battu tous les records de prévente sur Ulule. On avait fait à l'époque, je crois, déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a quand même des très bonnes métriques et une très bonne équipe. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on a levé. Si tu devais citer 2 ou 3 points qui t'ont permis de présenter ces chiffres-là, ces succès-là, etc. C'est quoi les 3 trucs que tu as fait et qui ont été déterminants pour ta boîte ? Alors, on a compris, choisir la bonne équipe. Ouais, il y a 2 choses. C'est la plateforme de marque. Et je vais y revenir, mais c'est fondamental. Et l'équipe. L'équipe, donc je vous en avais parlé, en plus des 2 autres personnes, j'ai Christophe qui est un tueur en digital. Que tu as réussi à recruter comment, ces mecs-là ? Je leur donne des parts plus salaire.
D'accord. et Marion qui est une ingénieure textile. Donc en fait, si tu regardes, je suis un business B2C avec un tueur en distrib, un tueur en marketing, un tueur en digital et une ingénieure textile pour faire les meilleurs produits. Nos produits sont les meilleurs, vraiment, mais parce que je suis le seul je suis le seul assez fou pour me dire tiens, je vais faire des éponges lavables et je vais prendre une ingénieure que je vais payer cher pour ça. Et la plateforme de marque qui nous a été imposée par Thibaut, notre directeur marketing, l'ancien d'Innocent, en fait, pour raconter son histoire, lui, il est arrivé, c'était le 4e employé en France chez Innocent. C'est lui qui a construit la marque telle qu'on le connaît. Ensuite, il a bossé à mes côtés dans mon C'est pas lui ancienne qui a boîte. fait les petits bonnets en Si, tricot. c'est lui, exactement. Dis donc, C'est il son aurait pu idée. faire bosser tes mamies. Hein. Et, Ah oui, exact. Mais à l'époque, je sais pas si on était. Il y a combien de temps de ça? il y a longtemps, hein. Ouais. C'est à bien 10 ans. T'as raison. Mais non, mais en gros. Et après, il a fait 3 ans de conseil et il continue à faire du conseil en branding pour des marques. Et il me dit le gros problème de la majorité des boîtes, B2C mais même B2B, c'est qu'elles construisent leur plateforme de marque au bout de 3-4 ans. Et donc, qu'est-ce que c'est? Et c'est très problématique parce que tu te retrouves face à des murs. La plateforme de marque, c'est quoi? C'est ta mission, tes promesses et tes valeurs. Nous, Je note. c'est simple. Par Mission, exemple, promesse, promesse, valeur. valeur. exactement. Nous, on est parti du fait qu'on veut faire des produits ménagers lavables. On s'est posé la question de ok, à qui on va les vendre? Soit aux écolos, soit au mass market. Pour nous, mass market plus intéressant, un plus gros marché, et 2, tu as un plus gros impact environnemental si oui, tu vends à des gens bien qui ne sûr. jettent plus. D'où la création de Ça, notre c'est un point mission. très important, hein, de Ouais. rappeler le temps. Quand tu veux effectivement donc améliorer les choses, même un tout petit peu, plus t'en fais, plus ça améliore. Mais, L'addition d'un tout petit Mais peu c'est ça, parce fait, que fait des grands bons. tu vends un produit durable à quelqu'un qui jette plus, l'impact en fait il est nul. Et donc à partir de là, tu te poses la question de comment je vais réussir à vendre à monsieur et madame tout le monde des produits durables. Et c'est là qu'est arrivée notre mission qui est de donner envie de passer du jetable au durable. Une fois que tu as dans ta tête le donner envie, tu vas créer un univers coloré, sympa, décomplexé, et tu vas te demander c'est quoi, qu'est-ce que toi Jean-Pierre t'attends d'une éponge? Et ce que tous les consommateurs attendent de produits ménagers, c'est un produit efficace avant tout, durable, parce que s'il est durable, il dure longtemps et te fait faire des économies, et pratique. Et voilà, notre plateforme de marque, c'est juste ça. Mais pourquoi est-ce que c'est game changer? Parce qu'en fait, dès que tu es face à une décision que tu dois prendre, tu te rapportes à ta plateforme de marque et hop, tu t'avances. Et je donne juste un exemple sur notre éponge, notre produit star. Avant de faire la plateforme de marque, on voulait la faire en matière naturelle. Tu vas me dire, c'est normal, on veut faire une boîte à impact, tu fais un produit naturel. Sauf que c'est pas efficace et pas durable. Et donc on s'est rendu compte que ça marcherait pas. Et on a vu que dans notre plateforme de marque, il n'y avait pas le mot naturel et il n'y avait pas le mot écologie. Et donc c'est un exemple. Mais donc construire tôt ta plateforme de marque, ça te crée une autoroute en fait. Et ça te simplifie la vie d'une manière hallucinante. Sauf si tu as fait des erreurs au départ. Est-ce qu'on peut pas imaginer que chemin faisant, une plateforme de marque évolue? Si, ça évolue un petit peu. Par exemple, nous, on a découvert qu'il fallait ajouter l'hygiène dedans parce que notre éponge, elle est plus hygiénique que les éponges jetables. Mais en tous les cas, c'est une colonne vertébrale sur laquelle tu t'appuies. Et si elle est bien faite, après, évidemment, tu peux te planter. Mais c'est aussi ça l'avantage d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine du B2C. Et ça a un petit peu évolué avec l'arrivée de notre directeur commercial qui est arrivé après, qui nous a fait baisser notre Il prix. lui dit attention Et tout les ça, gars, voilà. tac, tac, tac. Voilà. Exactement, pas Ce que tout tu ça. dis est très juste, c'est-à-dire que je pense que c'est en fait tu résumes ce que c'est qu'un entrepreneur, quoi. C'est quelqu'un qui a une vision, qui met en place effectivement donc des cadres, mais qui a une grande agilité pour aussi capter les signaux du marché. C'est-à-dire que quand ton directeur commercial dit un truc, vous dites pas c'est no way, tu dis c'est pas débile quand même ce qu'il raconte, il faut pas non plus qu'on pervertisse la mission de départ, donc comment on trouve la voie, et en fait un entrepreneur c'est ça, on passe notre temps tu vois, donc à essayer de trouver la voie. Moi je vois là, je relance donc une nouvelle boîte dans l'IA qui s'appelle volubile.ai. Si tu veux, j'ai repris juste sur les fonctions support, quoi, tu vois, les tâches support, j'ai repris mon expert comptable qui est une brute, j'ai repris mon avocat qui est une brute, j'ai repris la société qui fait les fiches de paye qui est une brute, etc. T'as la confiance avec les gens, ça va super vite, mais bon, en gros, en 1 heure, j'avais fait ce que avant dans la première boîte, tu sais, tu rencontres plusieurs experts comptables, tu regardes plusieurs fiches de paie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il y a des trucs, ça va super vite et tu peux te concentrer sur l'essentiel. Même si vous avez tous les deux fait des boîtes que vous avez très très bien revendues, je suis sûr que des erreurs, vous pourriez écrire un livre sur toutes les erreurs que vous avez faites. Non, mais moi Et tu refais des erreurs, mais tu refais pas les mêmes et tu te poses. Voilà. Moi, je sais que ma première boîte, je l'ai montée sans me poser les questions. Tu sais ce que me disait un de mes investisseurs chez Kappa. Il me disait, je respecte énormément les entrepreneurs, encore plus ceux qui relancent une boîte parce que eux, ils savent. Et cette phrase-là, je la trouve mais à la fois tellement vraie mais tellement belle aussi. C'est vrai. Mais parce que dedans, il y a beaucoup de respect, tu vois. Tu as l'air très à l'aise, donc tu as une capacité donc à t'exprimer donc assez fluide, assez étonnante, donc et du coup tu
tu l'utilises comment ce don-là? Je veux dire, sur les réseaux, sur comment, tu vois, parce que tant qu'à faire, tu vois, autant exploiter ses qualités, quoi. C'est énorme, parce que je suis pas du tout réseau social. Je me suis lancé sur LinkedIn depuis 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'on m'a dit, il faut que tu communiques sur LinkedIn par rapport à qui va être mon associé et tout, mais je suis pas du tout réseau social. Oui, ça par rapport à la distribution, tu vois, parce que par rapport à la distribution, par rapport à tous les gens qui voudraient pouvoir te distribuer ton produit, LinkedIn, c'est un bon moyen. J'ai pas ton mail, j'ai pas ton téléphone, je t'envoie un message. Exactement. Tu vois, et hop, on est en contact directement, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, et puis sur le site, on a créé une page B2B justement pour l'émission et tout. Après, j'ai envie de dire step by step. Là, on rentre dans 3 enseignes. Déjà, on veut bien faire les choses dans ces 3 enseignes. Une fois que ça bien fait. Sur les 3 Monoprix, Ecora, National, Leclerc, Scadif et Scap Nord. Donc, pour ceux qui ne sont pas de ce milieu, c'est Île-de-France et Oise. Donc déjà, bien opérer là, voir s'il y a des bonnes rotations et puis après attaquer les autres. Donc le travail et l'expérience. Mais comment tu as réussi à engager autant de gens de talent au service d'une cause qui peut paraître effectivement donc si peu intéressante. C'est-à-dire que tu dis au gars, rejoins-moi, j'ai un projet absolument génial, on fait une éponge. Attends, je peux te dire un truc avant. Ouais. Tu sais, on nous a un peu gargarisé, alors faut avoir du sens. Ouais, à un moment, je pense aussi qu'on est dans une période. Non, mais il a du sens, mais à un moment, je pense aussi que en ce moment, en France, en Europe et aussi aux États-Unis, on revient à des fondamentaux, en particulier sur les produits, les services, la consommation, etc., etc. Donc c'est bien d'avoir du sens, mais c'est bien aussi de revenir dans la vraie vie. Ouais, mais c'est pas très sexy si tu veux pour un gars. Tu vois, tous les tueurs là qu'il a rassemblés, et tu veux, son projet apparaît pas comme étant donc un projet de nature. Mais c'est marrant ce que tu dis sexy. Et notre défi, c'est justement de rendre sexy une éponge. Ouais, je comprends. C'est un vrai challenge. C'est-à-dire que tu pourrais me répondre, mais les mecs, ça les excite de s'attaquer à un truc genre, qui est peut-être le truc le plus basique, de se dire une éponge. Voilà, comment t'en fais quelque chose de sympathique, comment tu réinventes les codes autour effectivement donc de l'éponge. C'est vrai que c'est un challenge. Mais c'est un défi, peut être passionnant. C'est rigolo. Mais alors moi j'ai une question quand même parce qu'à un moment, il faut que tout ça gagne de l'argent. T'as fait une grosse levée quand même. T'as des tueurs comme tu l'as dit, donc qui doivent être bien payés. Il faut en vendre des éponges pour arriver à rentrer. Donc c'est quoi Il y a 66 millions de personnes en France pour nous les acheter aussi. Mais oui, mais t'as dit qu'une fois qu'on avait acheté une éponge, on n'en rachetait pas. Alors je vais en mettre une. Alors. Très intéressant. Mais vraiment, non, pourquoi c'est très intéressant? Quand j'ai fait ma première levée, ce qu'on me disait beaucoup, c'est ok, super, mais alors tu dis que ton produit dure 1 an, ça veut dire que t'as pas de réachat. C'est un peu aussi ce qu'on m'a dit sur le plateau. Et moi, depuis le premier jour, j'avais dit vous allez voir qu'il va y avoir du réachat parce qu'on va créer toute une gamme. Aujourd'hui, on a 4 éponges différentes, un essuie-tout différent. Cette année, parce que c'est vrai qu'on est déjà en 2024, on lance 3 nouvelles éponges et 2 nouveaux essuie-tout. Donc on a une large gamme. Et moi, ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est, tu sais, pour laver par terre. Moi, je suis la reine du ménage. C'est moi qui fais mon ménage et tout. C'est 2025. Donc, pour 2025, t'as ça. Mais en fait, on s'est posé la question, il y a 1 an, je voulais faire des liquides vaisselle, des sprays multi-usages et tout ça. Et finalement, j'ai dit non. On ne va faire que éponge, essuie-tout, microfibre, serpillère, rester là-dedans. On va défoncer tout là-dedans. On va faire tous les produits complémentaires parce que nos produits sont complémentaires et on va faire les meilleurs produits. En fait, on va être les meilleurs sur les éponges, on va être les rois de l'éponge et c'est ça qui a de la valeur plutôt que d'aller faire plein de produits. T'as 15% des paniers qui sont par des anciens clients alors qu'on a à peine 1 an. La marque, elle plaît pourquoi? Parce que spontanément, je trouve pas que ce soit une marque qui soit très excitante. Parce qu'elle est sympathique, il y a des poussières, le monde du ménage, tout simplement. Pas mal le jeu de mots. Et on revient à la notion à la mission de donner envie. Et c'est marrant, mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir, et vraiment on me le dit souvent, que putain des éponges elles donnent envie. C'est beaucoup plus facile de donner envie sur internet parce que tu as beaucoup plus de temps d'expression qu'en grande distrie. En grande distrie, tu as 7 secondes pour convaincre un client. Sur internet, tu as 2-3 minutes. Après, exactement. C'est ça, c'est de la négo, c'est tout ça. Bon, c'est vraiment incroyable quand même ton aventure avec qui veut être mon associé. Ouais, c'est les montagnes russes. Vraiment. Mais c'était sympa, ça rendait le truc encore plus sympa. Et à la fin, plein d'adrénaline. Tu passes à un bon horaire et dans la bonne émission. Et ça, c'est un truc très entrepreneur de jamais être satisfait. J'en parlais avec des personnes d'une autre boîte qui va être mon associé. Et moi je disais bon, j'espère que je vais passer pendant la pub parce que si j'ai pas la pub ça va me saouler. Elle me disait mais j'espère qu'on va être bien placé parce que et je dis mais c'est ouf quand même, il y a 8 mois on nous aurait dit on va passer à qui va être mon associé, peu importe et ça c'est un truc vraiment d'entrepreneur, je pense, où tu te satisfais jamais vraiment et tu regardes toujours l'étape d'après c'est le point commun avec le sport, parce que pour
pour conclure sur effectivement donc la présence de Tony, c'est que en fait toute victoire déjà effectivement t'amène au combat suivant, quoi. Et donc t'es jamais repu. Moi je pense que il y avait un bouquin de Bettelheim qui disait il y a pas de drogué heureux. Je pense qu'il n'y a pas de champion heureux. La frustration fait partie intégrante en fait de nos fonctionnements, quoi. On passe notre temps en fait à ne pas être satisfait. C'est ce qui fait aussi notre moteur. C'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins. C'est ce qui fait qu'on essaie d'être des gens meilleurs en fait et d'apporter des choses meilleures. Voilà. Ça, félicitations vraiment pour ton passage, pour ton pitch, hein, parce que tu t'es bien battu. C'est gentil. Et puis surtout là pour tout ce que t'as mis en place pour les prochains mois là. Parce que rentrer dans la grande distribution, c'est pour ceux qui ne le savent pas encore. Et là, je m'adresse à tous les professionnels de la grande distribution, parce qu'en fait, moi comme je le dis dans mon portrait sur M6, c'est que moi, quand j'étais petite, mon rêve, c'était soit de travailler dans la grande distribution, soit dans une usine. Et aujourd'hui, c'est vrai que souvent, la grande distribution nous apparaît comme un monde très compliqué, très dur. Et moi, c'est un monde que je respecte vraiment énormément, quoi. La grande distribution, la logistique, je trouve que c'est deux mondes extraordinaires. En plus, avec tout ce qui va se passer dans les prochaines années, avec l'intelligence artificielle en particulier. Donc vraiment, à la grande distribution, soutenez les startups. Soutenez vraiment les startups et les jeunes entrepreneurs avec leurs produits. Alors du coup, je vais saluer Cora et le DG de Cora. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais où tu disais que c'était top d'être rentré en grande district, c'était très dur et tout. Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur les entrepreneurs, le plus dur, c'est de vendre et d'y rester. Encore plus. T'as une pression permanente. Parce que là, ça. En fait, t'as la pression du client tout le temps. Voilà, t'as un principe de vérité là aussi, c'est que ton produit ça marche. Là, tu te confrontes vraiment au client. Et la vérité, pour moi, est en retail encore plus que sur Internet. Bon, en tout cas, un grand bravo. Merci beaucoup. Merci et à tu vous nous tiens au courant de la suite. Ça marche. Et puis, plaisir. de toute façon, nous, on se retrouve la semaine prochaine, parce que toutes les semaines, un nouveau numéro de On lâche rien. Parce qu'on lâche rien. Et super titre. Je dis toujours à mes équipes, on lâche rien, jamais. On va jusqu'au bout parce qu'il peut toujours sortir quelque chose de positif. Toujours. C'est très vrai. Bon, cool. Allez, on